Les rencontres Bourse Live, merci d'être avec nous sur Boursorama. Et nous sommes avec aujourd'hui Maggie McDonald, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, product spécialiste chez Edmond de Rothschild Asset Management. Et à vos côtés, Ludovic Dufour, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'équipe product spécialiste chez Edmond de Rothschild Asset Management également. Alors on va avec vous deux, en l'occurrence, donner, j'allais dire, des clés de compréhension un petit peu sur la situation macroéconomique, sur la situation de l'investissement aujourd'hui pour tous les investisseurs qui nous regardent, parce qu'effectivement, on est justement dans une période, on peut le dire, assez bousculée. Peut-être un petit mot chacun d'ailleurs pour démarrer, parce qu'avec Ludovic, avec vous, on parlait un petit peu de taux et Maggie, avec vous, un peu plus d'equity. On va parler d'actions notamment. Justement, les particuliers qui n'ont pas forcément tous les outils d'analyse aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez la situation ? Finalement, on peut se dire globalement aujourd'hui qu'ils ont de quoi être déstabilisés, Maggie ? Oui, parce qu'en 2022, on a eu des marchés actions qui ont clairement cédé du terrain. On a eu un Nasdaq qui regroupe les grandes valeurs, j'ai envie de dire, de croissance américaine, qui a cédé près de 30%, le CAC qui a cédé plus de 10%. Et là, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est un rebond assez marqué de ces indices. Contre toute attente, puisqu'en fait les investisseurs étaient relativement prudents sur les actions, parce qu'on avait aussi des craintes par rapport à l'économie mondiale, et on a eu aussi au cours de l'année, on va dire, les soubresauts liés à la crise bancaire américaine. Bien sûr. Donc effectivement, des éléments qui quand même finalement ont un petit peu fait bouger tout le monde et qui peuvent interroger effectivement aussi beaucoup d'investisseurs. Ludovic, d'accord avec ça. Effectivement aussi de votre côté, vous avez forcément effectivement des signaux. C'est la même chose si on prend ce qui a pu heurter un petit peu les investisseurs, c'est qu'on explique toujours que les taux, c'est un petit peu l'investissement défensif. Oui. Et l'année dernière, les performances obligataires sont très très négatives. C'est pourquoi remonter des taux, inflation, etc. Mais pour l'investisseur à qui on conseille de diversifier, d'avoir des taux et des obligations, un profil défensif, un profil équilibré, fin 2022, les performances affichées ne sont peut-être pas forcément de premier abord en lien avec ce qu'il avait en tête, ce qu'il imaginait. Son côté défensif, subitement, là, sur le prix, il n'est pas là. Après, il faut attendre, il faut laisser du temps. Et quand on laisse du temps, depuis le début de l'année, on a toujours beaucoup de volatilité. Donc, des investisseurs peuvent être un peu perdus par rapport aux grands réflexes qu'on leur a donnés. On a eu quelque chose d'inédit sur les 50 dernières années. Le profil un petit peu 60-40, 60% taux, 40% actions, a affiché les pires performances qu'il a jamais affichées en 50 ans. Bon, alors au cours des prochaines minutes, vous allez nous aider un petit peu à remettre un petit peu de l'ordre et de la compréhension dans tout ça. Justement, Ludovic, votre regard un peu là sur les scénarios économiques d'ailleurs qui se profilent sur le front justement des taux, parce que effectivement, vous l'avez dit, on est dans un retour d'environnement de taux. Est-ce qu'on peut expliquer, alors peut-être, je sais que c'est jamais facile, mais en tout cas expliquer de manière la plus simple possible ce qui est en train de se jouer justement sur le front des taux depuis quelques mois? Là, tout prend naissance avec l'inflation. Les banques centrales sont venues lutter contre l'inflation, donc on montait les taux. On montait les taux de telle manière à rendre les taux réels en territoire positif et surtout calmer l'économie. C'est-à-dire quand on monte les taux, le crédit est plus difficile. On oriente l'épargne vers justement de l'épargne plutôt que de la consommation. Donc on essaie de calmer un petit peu les tensions qui peuvent naître via la hausse des prix. Ça, c'est le scénario 2022. Et une hausse des taux, généralement, quand ça se produit, c'est par un choc. Donc on a eu un choc de hausse des taux l'année dernière. Il a eu des conséquences sur les autres actifs, également les actions. Là, depuis le début de l'année, on est sur un petit peu l'ajustement. On commence à voir que sur l'inflation, on a des indicateurs qui vont dans le bon sens. Et l'inflation, petit à petit, se calme. On voit que ça décroît. Il y a beaucoup moins de tensions sur les matières premières, il y a beaucoup moins de tensions sur toute la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Sur les salaires, aux États-Unis, on commence à avoir un peu moins de tensions, pas encore en Europe, mais si on essaie de comprendre comment ça s'est diffusé aux États-Unis, on pourrait s'y attendre en Europe. Et puis les indicateurs qui sont sortis sur l'inflation montrent que vraiment ça se calme. Donc, par rapport à ça, on se dit que la hausse des taux, on approche de la fin. Mais on ajuste les scénarios. Finalement encore deux hausses ou une hausse. Et tout ça, ça a beaucoup de conséquences sur comment on revalorise les différents marchés obligataires. Donc il y a beaucoup de volatilité depuis le début de l'année. On est là-dedans. Mais ce qu'on voit, si on prend les grandes tendances, c'est que la hausse des taux, elle est quasiment derrière nous parce que finalement le durcissement des conditions financières commence à être suffisant. Encore quelques petits ajustements, on est là. L'inflation on est arrivé effectivement à un niveau, ça commence à produire ses effets. Exactement, on le voit. Il faudra encore 2-3 mois pour en être quasiment sûr, mais on le voit. Par contre,
La conséquence de cela, c'est qu'on va se retrouver sur une fin de cycle. On est déjà dans une fin de cycle. On a des conditions financières qui sont plus compliquées. Donc, ce qu'on attend devant nous, c'est la récession. Est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer, parce que c'est toujours... Alors, j'allais presque dire, c'est sympa pour Maggie, mais c'est toujours plus simple de comprendre un peu le fonctionnement d'un marché action, par exemple, qu'un fonctionnement d'un marché de taux. En l'occurrence, c'est pour expliquer finalement un petit peu le fonctionnement des taux très rapidement. Alors, déjà, en tant qu'investisseur, il faut savoir que quand on a des taux, leur niveau va vous donner du rendement. Donc, avoir des taux, ce qui est intéressant, c'est avoir du rendement. On vient d'un environnement à taux très bas négatif, on n'avait plus de rendement. Le choc de taux l'année dernière a un avantage, il nous remet dans une situation où on a des rendements. On va prendre un exemple. Si on a prêtez-nous de l'argent à un émetteur qui vous donne un coupon de 5, vous avez 5%. C'est votre rendement. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces taux ? L'environnement va changer. Les taux vont baisser ou monter. Si les taux montent en tant qu'investisseur et que vous voulez vendre votre obligation, elle a 5 de rendement. Finalement, le marché l'offre à 7. La seule manière que vous avez de la vendre, c'est de baisser son prix. Quand, en revanche, les rendements baissent sur le marché, votre obligation qui vous rapporte 5, dans un environnement où les taux sont plus bas, si vous la vendez, eh bien, on va vous l'acheter plus cher parce qu'elle offre une meilleure rémunération. Donc, quand les taux montent, vous perdez de l'argent. Quand les taux baissent, vous en gagnez. Ça, c'est le premier élément à comprendre. Et ça va être surtout dirigé par ce qui se passe. Est-ce que les banquiers centraux montent les taux, durcissent les conditions financières ou les avantages? Premier élément à avoir en tête. Le deuxième élément, on parle souvent du spread de crédit. Donc là, ça va être votre qualité. Si je prends aujourd'hui du 10 ans français, ça vaut 2,85. Du 10 ans allemand, à peu près. Du 10 ans allemand, à peu près 2,35. Il y a 50 centimes de différence. C'est la différence de qualité de signature de la France, à peu près estimée par les marchés. Et pourquoi on n'a pas la même qualité? On est plus endetté. Sur les entreprises, ça va être la même chose. Plus elle est endettée, plus on va lui demander une rémunération supérieure. Donc du coup, si je reviens sur ce 5%, vous avez prêté de l'argent à la société X, 2,85, c'est à peu près le taux de la France. 2,35, c'était le taux, on va dire, sans risque pour un émetteur européen. La différence, c'est son spread. Donc ensuite, il y a deux éléments sur lesquels vous devez vous prononcer. Est-ce que vous pensez que les taux vont baisser? Achetez-en. Est-ce que vous pensez que ce spread peut baisser? Achetez-en. Achetez-en également. Finalement, qu'est-ce qu'un investisseur, d'une certaine manière, vous avez un peu répondu à la question, mais au global, finalement, doit se poser aujourd'hui comme question, ce retour d'environnement de taux. Qu'est-ce qu'il faut regarder peut-être plus particulièrement si on veut prendre, si on veut faire, se mettre à avoir des positions, en l'occurrence, sur de l'achat de taux? Alors, déjà, il faut comprendre où on est dans le cycle économique. Et ce qu'on indiquait, c'est qu'on est plutôt proche de la récession. Donc un ralentissement économique. Quand il y a un ralentissement économique, qu'est-ce que peuvent faire les banquiers centraux? C'est assouplir les conditions financières, donc baisser les taux. Ça veut dire qu'ils vont peser pour que les taux baissent. Ils vont baisser les taux directeurs, et puis on va s'inquiéter des conditions économiques. Donc sur les parties plus longues des taux, on va revoir les taux de croissance, ils vont également baisser. Et puis les investisseurs vont chercher des valeurs refuges, acheter des taux et vont peser aussi en les faisant baisser via les liquidités. Donc du coup, si on considère qu'on est en ralentissement, proche d'un ralentissement économique, acheter des taux doit vous protéger. Donc ça va être la partie taux. Par contre, la partie spread de crédit, là où il faut faire attention, c'est que ralentissement économique signifie également que des investisseurs, des sociétés vont devoir faire face à des difficultés. Certaines non, d'autres oui. Donc les sociétés les plus endettées peuvent être attaquées. Et donc c'est ce spread de crédit auquel il faut faire attention. Il est attrayant sur le coup parce qu'il vous donne plus de rémunération. Donc mécaniquement, vous allez prendre ce qui offre plus de rémunération, vous allez aller vers ce qui offre les spreads de crédit plus larges. Ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut aller chercher des taux. On peut acheter des taux un peu longs pour avoir plus de duration et amplifier l'impact de la baisse des taux. En revanche, il faut faire attention à la qualité de signature. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre que de l'investment grade. Il y a aujourd'hui des sociétés moins bien notées qu'on appelle les sociétés high yield, mais là encore, il y a une échelle. Il y a des mauvaises sociétés dans le high yield, moins bien notées, d'autres mieux notées. La partie la mieux notée du haut rendement est intéressante. Et donc, il faut constituer un portefeuille qui a des taux et qui offre aussi un peu de rémunération sur les spreads de crédit. Justement, cette rémunération, ce rendement, comment est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va l'utiliser une fois qu'on a investi dedans. C'est toujours important de reconstruire un investissement. Donc, soit on n'est que sur la partie obligataire, donc soit ce rendement
vous l'utilisez en termes de valeur refuge par rapport aux actifs risqués que vous allez mettre à côté des actions. Mais si on reste juste sur l'univers obligataire, le meilleur moyen de l'utiliser, c'est de se dire que ce rendement, il doit vous prémunir aussi d'une hausse des taux de défaut. On s'attend à une hausse des taux de défaut, et donc aujourd'hui, il faut aller faire un portefeuille qui va être plutôt équilibré. Oui. Si on met des chiffres, aujourd'hui, si vous prenez du risque, donc plutôt des émetteurs moins bien notés, vous allez aller chercher du 8 jusqu'à certains rendements à plus de 2 chiffres. Les belles parties de la partie au rendement, à yield, vont vous offrir entre 6-7% de rendement. Tout ça, c'est en brut. Et puis après, les parties investment grade, vous allez commencer à arriver autour de 5, un peu plus. Donc ce rendement, il faut vous dire qu'il doit vous permettre de couvrir quelques défauts accidentels, donc toujours avoir un portefeuille diversifié. Et puis, au fur et à mesure, il va courir. Il va courir et c'est de la performance que vous allez engranger. Alors, on parle souvent de gestion flexible dans ce contexte. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler un tout petit peu ce que c'est? Et puis surtout, est-ce que c'est là, eu égard à la situation, aujourd'hui, toujours une bonne idée? La gestion flexible, en fait, quand vous allez investir sur le marché obligataire, vous avez 2 possibilités. Vous savez ce que vous souhaitez acheter, vous êtes suffisamment éduqué, donc vous comprenez les marchés, vous avez une vue, et vous pouvez aujourd'hui vous dire, moi je veux acheter du rendement, un portefeuille un peu équilibré avec de l'investment grade, des belles signatures sur du high yield, et puis plutôt un peu de duration. Ou alors vous ne savez pas. Et dans ce cas, vous tournez vers la gestion flexible ou dans les moteurs de performance, la philosophie de gestion, il y a le but d'être flexible. Flexible, ça va regrouper 2 choses. Le gérant va être flexible sur la duration qu'il a en portefeuille. Est-ce qu'il achète des taux courts ou des taux longs? S'il pense que les taux vont monter, plutôt des taux courts. S'il pense que les taux vont baisser, plutôt des taux longs pour avoir de la duration et transformer cela en performance. Et puis, il va également faire une allocation sur les segments obligataires. Il gère sa duration, mais il gère également le fait d'avoir des sociétés de bonne qualité ou de la dette d'État de très bonne qualité, ou alors d'aller chercher un petit peu de haut rendement ou de prendre la dette financière subordonnée, qui a été très pénalisée, Maggie l'a évoqué tout à l'heure, avec le stress qu'on a eu sur Crédit Suisse, sur les banques régionales US, et qui, en termes de spread, aujourd'hui, offre de belles opportunités sur certains segments. Donc lui va faire ce travail, de construire l'allocation sur les segments obligataires et de gérer cela. Donc finalement, quand on ne sait pas, c'est un moyen de confier quelque chose qui va rester flexible. C'est peut-être plus facile aujourd'hui de se dire, tiens, je ne vais pas forcément vers la flexibilité parce qu'on peut dire, la hausse de taux, elle est un peu derrière nous. Par contre, aujourd'hui, on est face à un risque de récession et donc son allocation, peut-être pas le moment d'avoir que du yield en portefeuille, certainement pas. Bon, qu'est-ce qu'on regarde finalement davantage aujourd'hui si on doit faire, alors en une petite minute, un peu une cartographie entre guillemets des différents investissements, notamment l'investissement obligataire? C'est quoi un petit peu votre regard et votre stratégie, vous, là-dessus? Il y en a 2 qui, je pense, pour un investisseur peuvent être intéressants. C'est soit regarder, ça a été beaucoup mis en avant sur les derniers mois par les différentes sociétés de gestion, les fonds millésimés. Ça veut dire quoi? C'est on prend une échéance et on investit. On prête de l'argent à différentes sociétés sur cette échéance. Ça veut dire que pour l'investisseur, il va avoir un produit qui a une fin de vie. Donc, il va porter des émissions obligataires qui vont avoir une échéance, alors que généralement, les portefeuilles qui sont gérés, c'est tout le temps reconduit, on vend des positions, on en rachète, donc on est tout le temps investi. Donc là, on a vraiment un petit peu le réflexe qu'on avait de la gestion obligataire, bon, père de famille, on a sa position, on va jusqu'à la fin. Et puis, on peut construire, étant donné qu'on a retrouvé du rendement aujourd'hui sur le marché, et que sur le marché du crédit, il y a des segments de marché qui tiennent déjà compte de cette récession, donc qui vous rémunèrent. Donc si vous avez un portefeuille diversifié à plus de 100 émetteurs, nous, aujourd'hui, on peut construire des portefeuilles sur du high yield avec plutôt le haut des notations, ou alors des parties qui vont mettre un peu d'investment grade et tilter le rendement avec du high yield. Ça, c'est l'un des éléments. Le deuxième élément qu'on va regarder, c'est plutôt les gestions flexibles. On pourrait se dire aujourd'hui, il y a des sous-segments obligataires qui sont très intéressants, mais on voit encore qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc l'allocation, il faut qu'elle soit... il y a des opportunités, mais il faudra être capable de dérisquer le portefeuille à un moment. Et puis sur la gestion de sa duration, là encore, il y a beaucoup de choses à faire. Donc soit de la gestion flexible, où on a une vue,
Et dans ce cas-là, les fonds millésiers sont intéressants. Bon, en quelques secondes, mais est-ce qu'on a la capacité, pour conclure un petit peu, mais d'anticiper finalement ces situations est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui d'éléments pour fixer, pour arrêter des positions aujourd'hui? La grande question, c'est est-ce que la hausse des taux est derrière nous? Est-ce que les banquiers centraux vont arrêter? C'est quasiment acté à une ou deux hausses qu'on va afficher. Des ajustements purement techniques, en tout cas la tendance elle est faite effectivement. Donc on est là. Après, est-ce que l'inflation va commencer vraiment à continuer d'accélérer? Oui. Est-ce qu'on reviendra tout de suite sur les cibles des banquiers centraux? Probablement pas en 2023. Et en 2024, il faudra un petit peu voir sur quoi on atterrit. Donc du coup, oui, on a à peu près deux éléments devant nous. C'est qu'on a la hausse des taux qui est quasiment terminée. Du coup, on va rentrer dans une phase où on a un risque de récession. Mais face à ce risque de récession, on sait que les spreads de crédit, la rémunération qu'on a sur certains segments en tient déjà compte, elle est attrayante. Bien sûr. Et que les banquiers centraux, comme ils ont remonté les taux, pas tout de suite, mais le moment venu, on a la capacité de baisser les taux pour finalement que cette récession, ils puissent en réduire l'impact négatif. Alors, et dans ce contexte, dans cet environnement incertain, justement, Maggie, malgré tout, malgré ce que vient de nous dire Ludovic, qui n'est pas forcément tout le temps très réjouissant, mais en tout cas, on a des moteurs de performance qu'on peut aller chercher. Et c'est ça, un petit peu, d'une certaine manière, quand même, la bonne nouvelle aussi que vous nous apportez et qui sont dans vos scénarios. Quels sont ces moteurs, selon vous, justement, Maggie, qu'on peut effectivement aller débusquer comme ça? Donc, les moteurs de performance, pour nous, restent des moteurs de performance liés à l'évolution de grandes tendances structurelles, à ces grands changements qui vont effectivement affecter l'intégralité des secteurs de l'économie. Donc bien évidemment, on le voit dans le secteur technologique, mais il y a d'autres secteurs sur lesquels il y a de très grands bouleversements, c'est dans le secteur de la santé. Donc là, il y a un grand congrès aujourd'hui qui s'est déroulé sur les derniers jours donc en oncologie. Donc on a des annonces très très intéressantes dans le traitement typiquement des cancers. Et ça, bien évidemment, c'est des éléments structurels qui peuvent effectivement créer de la valeur, puisque quand vous innovez, bien évidemment, vous pouvez... Effectivement, un peu de performance. Exactement. En l'occurrence. Et alors, effectivement, et ça c'est vraiment sur le domaine, là, pour le coup, du marché action, en l'occurrence. Comment est-ce qu'on explique d'une certaine manière, peut-être même d'ailleurs pour ceux qui nous regardent, toujours, c'est jamais aussi simple de comprendre le mécanisme, mais comment est-ce qu'on explique qu'on ait des actions qui continuent de performer, alors à l'image du CAC 40, qui a franchi des records effectivement historiques au cours de ces dernières semaines. Comment est-ce qu'on explique finalement que malgré le contexte économique relativement atone, et puis un scénario, comme l'explique Ludovic, qui n'est pas si réjouissant que ça pour le second semestre, on ait une performance aussi positive d'une certaine manière des marchés actions? Alors, la première raison, c'est que depuis le début de l'année, la plupart des investisseurs, même s'ils sont restés très très prudents, vous avez eu certaines catégories d'acteurs dans les marchés qui vont chercher à reprendre du risque. Oui. Et pour pouvoir effectivement s'exposer à cette fin de resserrement des taux aux États-Unis comme en Europe. Et donc, ça a bien évidemment privilégié certains types de titres dans les marchés, donc des sociétés qui sont très bien capitalisées, sur lesquelles vous avez aucun problème de dette, sur lesquelles vous avez une trésorerie très importante et qui sont très liquides. Et ça, typiquement, vous les avez, ce type de société, dans les grandes valeurs de tech aux États-Unis, mais aussi typiquement, et on l'a vu en Europe sur les valeurs de luxe, qui ont eu aussi la possibilité de bénéficier de la volonté de certains investisseurs de se repositionner sur la réouverture de l'économie chinoise et du rebond de l'économie chinoise après les 2 dernières années. Et ce qu'on voit effectivement aussi sur cette hausse des marchés, donc c'est cette concentration. Donc, de par le poids qu'ont ces grandes capitalisations boursières aux États-Unis dans les indices, en fait, elles expliquent la quasi-intégralité de la hausse de l'indice Nasdaq, de l'indice Standard & Poor's 500. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, cet effet de concentration qui masque certains secteurs et certains titres qui sont pour le coup beaucoup plus en retard et qui nous paraissent effectivement très intéressants dans nos portefeuilles. Mais méfiance, parce qu'il y a aussi parfois des performances qui sont des performances en trompe-l'œil d'une certaine manière.
Oui, typiquement, quand on a des indices qui sont très très concentrés, c'est une minorité de titres qui tirent la performance de l'indice. Donc pour nous, il faut rester là encore très vigilant sur ces effets en trompe-l'œil. Nous, on reste très disciplinés, on préfère une approche plutôt titre par titre. Les indices sont des indicateurs, mais en aucun cas sont, on va dire, les alpha et des oméga de performance permanente. Et sur lequel on va forcément chercher à suivre. Donc même si typiquement l'engouement qu'on a aujourd'hui sur tout ce qui est lié aux intelligences artificielles génératives, on reste quand même assez vigilant, puisque bien évidemment il y a des effets d'engouement qui nous paraissent un peu précipités. Donc même si on avait du Nvidia dans certains de nos portefeuilles depuis plus de 8 ans, on reste au contraire beaucoup plus attentif et vigilant à des opportunités qui vont aller au-delà simplement de cette partie visible, on va dire, des indices. Bon, comment est-ce qu'on garde justement une gestion du risque, j'allais dire, la plus active possible dans ce contexte ? Alors sur les risques, il faut rester là encore très sélectif, proche des sociétés dans lesquelles on investit, privilégier les sociétés sur lesquelles vous avez peu de risques de défaut, donc des sociétés qui ont des bilans solides, qui ont très peu de dettes, parce qu'aujourd'hui se financer sur les niveaux de taux ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a une dizaine d'années. Et même si effectivement on peut envisager une baisse des taux, on peut rester sur des niveaux quand même élevés pendant plusieurs mois. Donc, qui est exposé le moins possible. Voilà, donc plutôt privilégier des sociétés qui sont très peu endettées, qui ont des flux de trésorerie importants, de manière à pouvoir continuer à s'autofinancer. Donc c'est le type de société qu'on va privilégier dans l'intégralité de nos portefeuilles. Et comment est-ce qu'on finalement on s'abrite notamment de tous ces risques effectivement à travers cette stratégie-là, mais est-ce qu'il existe aussi d'autres moyens en matière d'anticipation, ou est-ce qu'il y a peut-être des produits qui doivent prendre plus ou moins de place dans un portefeuille aujourd'hui, peut-être par rapport à il y a 1 ou 2 ans en arrière ? Alors sur la partie action, donc nous on estime que ce qui a été, la corde de rappel dans les marchés, ça a été la remontée des taux, qui a typiquement éliminé les acteurs les moins solides, qui ont typiquement besoin, eux, de se refinancer, qui ne sont pas profitables. Donc on estime que rester discipliné sur les valorisations pour nous est extrêmement important. Donc, vous voyez, ce type de dossier, au-delà effectivement de grandes stratégies directionnelles, c'est plus une approche titre par titre, dossier par dossier, qui va nous inciter à prendre du risque dans les portefeuilles. Est-ce que ça peut être aussi une approche un peu plus géographique, par exemple, regarder un peu moins l'Europe, regarder des marchés qui redémarrent, comme l'Asie par exemple, par exemple la question des États-Unis, dont beaucoup d'investisseurs se posent et regardent de manière assez précise. Est-ce que cette réponse-là est aussi assez pertinente pour un investisseur aujourd'hui ? Alors, dans les fonds thématiques que l'on gère, on privilégie plutôt une approche transversale. Donc, la plupart des sociétés aujourd'hui, même si elles sont implantées en Europe, ont un rayonnement, on va dire, mondial. Donc, au-delà effectivement de ces approches géographiques, on préfère être assez agnostique et privilégier plutôt, on va dire, la transversalité de la thématique et sa capacité à créer de la valeur sur le long terme. Alors, parmi vos recommandations, effectivement, c'est de l'approche titre par titre pour être effectivement au plus près de la réalité économique d'une entreprise et donc de ses investissements. Mais d'une certaine manière, effectivement aussi, vous recommandez malgré tout de l'approche thématique, mais plutôt sur du long terme. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la vision et la méthode effectivement que vous avez chez Edmond de Rothschild Asset Management ? Alors la vision de long terme, donc déjà c'est de partir du principe qu'une thématique, quand elle crée de la valeur, c'est pas sur les 3 ans, les 5 ans, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc typiquement, on a lancé notre premier fonds sur le secteur de la santé il y a près de 40 ans. On a lancé un fonds sur la thématique du big data il y a près de 8 ans. Et on reste convaincu que on peut créer de la valeur donc en investissant, alors non pas sur un seul secteur, une seule typologie d'acteurs, mais vraiment envisager, on va dire, ces investissements sur
plusieurs secteurs et maintenir, on va dire, ces investissements sur le long terme pour capter l'intégralité, j'ai envie de dire, de cette création de valeur de la thématique. On n'achète pas de la tech pour se faire plaisir pendant un an et puis pour faire un petit effet, un petit coup. Voilà. Ça, ce n'est pas effectivement la stratégie que je vous recommandais en l'occurrence. Non. Et l'autre approche, c'est de rester diversifié. C'est-à-dire que même si on a des thématiques qui ont des consonances technologiques, en fait, on reste convaincu que la création de valeur, elle va se faire dans des secteurs non technologiques. Oui. Alors, effectivement, ça, fait partie effectivement aussi de ce que vous donnez régulièrement en l'occurrence, c'est que la tech, c'est bien, mais pas que, en fait. Bah oui, parce qu'on se rend compte typiquement dans tout ce qui est lié, on va dire, au big data et aux intelligences artificielles, c'est les sociétés qui sont, on va dire, capables d'utiliser les données, donc qui font partie de secteurs très traditionnels comme les secteurs de l'assurance, le secteur des services aux entreprises, donc du travail temporaire, le secteur de la logistique, qui ont en fait la capacité, on va dire, d'utiliser donc ces données pour améliorer, on va dire, leur modèle d'affaires. Et ça, c'est quelque chose de profondément transformant et qui n'est pas forcément capté et intégré par les investisseurs. Et alors, effectivement, c'est pas de sujet. Vous parliez de la santé tout à l'heure aussi. On n'est pas arrivé sur des niveaux de maturité qui nous permettent encore d'avoir de la performance? Alors, sur la santé, on a deux grands leviers de performance de long terme qu'on va chercher, on va dire, à représenter dans nos portefeuilles. Un, c'est la croissance mécanique des dépenses de santé. Oui. Donc aujourd'hui, que ce soit dans les pays développés ou les pays émergents, les dépenses de santé sont une priorité pour les gouvernements et on l'a vu effectivement pendant le Covid, la qualité d'un système sanitaire est particulièrement importante quand on doit on va dire, gérer une crise comme ce qu'a été le Covid. Deuxième chose, c'est que vous avez l'innovation. La santé est un des secteurs les plus innovants. Ce n'est pas forcément perçu par les investisseurs, mais typiquement, la capacité qu'ont eu les grands acteurs dans le secteur, donc sur la partie biopharmaceutique, d'arriver avec des thérapies innovantes dans le Covid, mais on le voit aujourd'hui dans le cancer, dans le traitement du diabète, de l'obésité, des maladies neurodégénératives, c'est particulièrement transformant. Oui. Et donc cette innovation, c'est quelque chose qui est créateur de valeur, qui est assez acyclique, parce que ça ne dépend pas des cycles économiques. Et on voit effectivement donc, cette création de valeur, cette performance du secteur de la santé qui est à la fois défensif et à la fois, j'ai envie de dire, un secteur de croissance qui a la capacité, on va dire, de traverser les cycles. Et en quelques secondes, très rapidement, parce que on se pose toujours la question du luxe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec le luxe? On a le sentiment en fait qu'à chaque fois, on arrive sur des niveaux de valorisation tels qu'on se dit on n'arrivera jamais à faire un peu plus de performance. Et puis finalement, on y arrive quand même. On passe quand même certains seuils. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le luxe? Est-ce qu'on continue à regarder ça au même titre que la santé ou le big data, par exemple? Oui, typiquement, donc c'est des titres et un secteur sur lesquels en fait nous restons là aussi confiants. Oui. Donc on est aujourd'hui sur des titres et des sociétés qui ont montré leur capacité donc à avoir des modèles d'affaires particulièrement résilients sur les dernières années. Et ça, bien évidemment, ça mérite une prime. Bien évidemment, quand on a atteint un certain niveau de valorisation, nous, on peut effectivement être amené à prendre des bénéfices sur certains titres, mais de manière structurelle, c'est des secteurs effectivement qu'on privilégie également. Vous continuez de privilégier. Allez, un petit mot chacun peut-être juste pour conclure, mais j'allais dire dans votre domaine d'analyse respectif d'une certaine manière, si vous deviez retenir le conseil, celui que vous donneriez prétorieusement ou le mot, la notion la plus importante effectivement à donner aux investisseurs justement qui nous regardent. Ludovic? Malgré le fait que l'année dernière, un investissement sur l'obligataire, les taux, a été pénalisant, sur les prochains trimestres, ne pas construire une allocation en ayant des taux, en ayant de la diversification, c'est probablement s'exposer à beaucoup de risques. Donc on en met dans son portefeuille, on continue à en avoir, bien sûr. On peut trouver des taux qui sont rémunérateurs. On a parlé de la dette entreprise, il y a du crédit, il y a des segments, des sous-segments obligataires, dette financière subordonnée qui offrent beaucoup d'intérêt. Il faut un portefeuille plutôt équilibré, mais on en met. Et c'est à côté des actions, c'est un très beau couple rendement-risque. Donc, diversification avec des taux, effectivement. Maggie? Alors moi, j'aurais dit gestion des risques.
Parce qu'aujourd'hui, les risques, et on l'a vu depuis plusieurs années, on a des risques qui peuvent arriver j'ai envie de dire, là où on ne les attend pas. Donc avoir des portefeuilles qui ont la capacité d'être sur des sociétés qui ont des bilans solides, sur lesquels, on va dire, il y a une très belle adaptabilité à tous ces changements-là, en fait, pour nous, c'est quelque chose de particulièrement important dans l'environnement actuel. Bon, merci en tout cas à vous deux pour ces conseils. J'espère qu'ils vous ont été très favorables, en l'occurrence, et on a un peu mieux cerné à la fois les enjeux de ce prochain semestre et puis ce qu'il faut mettre quand même dans son portefeuille, ce qui est toujours effectivement une bonne chose. Je rappelle, Maggie McDonald, product spécialiste chez Edmond de Rothschild Asset Management. Merci d'avoir été avec nous. Ludovic Dufault, responsable de l'équipe product spécialiste chez Edmond de Rothschild Asset Management. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à nos rencontres Bourso Live sur Boursorama.